Elle m'a envoyé un texto, « Tu ne représentes plus rien pour moi ». J'étais dans la file d'attente à la préfecture. Je suis parti le lendemain, sans un mot. Mais quand j'ai découvert ses comptes secrets et ses fausses factures médicales, j'ai réalisé qu'elle prévoyait de me détruire depuis des années. Puis les résultats du test ADN sont arrivés. Je m'appelle Daniel Shaw. J'ai 43 ans, et j'avais l'habitude de penser que j'avais tout compris à la vie. Ma femme, Jessica, et moi dirigeons une agence de voyage prospère à Portland, dans l'Oregon. Shaw & Associates Travel. Je m'occupais des circuits d'aventure et des réservations de groupe tandis qu'elle coordonnait les forfaits de voyage d'affaires. Nous l'avions bâti à partir de rien il y a 15 ans, à l'époque où nous finissions encore les phrases l'un de l'autre et passions nos nuits à parler de rêves plutôt que de feuilles de calcul. Notre fils, Tyler, vient d'avoir 15 ans. Un gamin génial, un excellent élève qui joue dans l'équipe de basket du lycée. Il a les yeux de sa mère et mon côté têtu. Je travaillais 60 heures par semaine pour lui donner les opportunités que je n'avais jamais eues, pour m'assurer qu'il n'aurait jamais à s'inquiéter de l'argent comme moi, qui ai grandi dans une ville ouvrière en déclin où la fermeture de l'usine a signifié que la moitié de nos voisins ont tout perdu du jour au lendemain. Le jour où tout s'est effondré a commencé de manière assez ordinaire. J'étais à son bureau du centre-ville, en train de passer en revue des contrats de fournisseurs pour une retraite d'entreprise que nous organisions. Un gros contrat, près de 200 employés en partance pour Cabo pour une conférence sur le leadership. Jessica travaillait sur ce contrat depuis des mois, restant tard 3 ou 4 soirs par semaine pour finaliser les détails. Mon téléphone a vibré vers 2 heures de l'après-midi. Un texto de Jessica. J'ai pensé que c'était à propos du contrat de Cabo ou peut-être pour me demander de récupérer Tyler à l'entraînement de basket. À la place, 7 mots qui m'ont percuté de plein fouet, « Tu ne représentes plus rien pour moi ». J'ai fixé l'écran, le relisant encore et encore. Pas de contexte, pas d'explication, juste cette déclaration froide, livrée comme si elle annulait une réservation au restaurant. Mes mains sont devenues engourdies. Le bureau m'a soudain semblé trop petit, l'air trop épais. Je l'ai appelé immédiatement. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle ne décroche. « Jessica, qu'est-ce que c'est que ce message ?» ai-je demandé, en gardant ma voix stable bien que mon pouls martelait mes tempes. « Exactement ce qu'il dit, Daniel » a-t-elle répondu, son ton plat et distant. « J'y pense depuis un moment. Je ne ressens plus rien pour toi. Et ce, depuis longtemps. » « Longtemps ? De quoi tu parles ? On vient de dîner avec les Henderson la semaine dernière. Tu avais l'air bien. » Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. « Bien. Ça fait des années que je vais bien, Daniel. Doué pour faire semblant. Doué pour jouer le rôle de l'épouse parfaite. J'en ai fini d'aller bien. Mon esprit a parcouru les derniers mois, cherchant des indices que j'aurais manqués. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Un silence suffisamment long pour être une réponse. Qui est-ce ? ai-je insisté. Est-ce que ça a de l'importance ? a dit Jessica. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi et moi. Et il n'y a plus de toi et moi. Nous avons un fils, Jess. Nous avons une entreprise ensemble. Tu ne peux pas simplement. Je peux et je le fais, m'a-t-elle interrompu. Je reste au bureau ce soir. On réglera les détails plus tard. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assis dans mon fauteuil, fixant les contrats de Cabo étalés sur mon bureau. Toutes ces nuits tardives qu'elle avait passées à travailler sur ce contrat. Les pièces ont commencé à s'emboîter avec une clarté écœurante. Le contact client pour cette retraite était Ryan Cooper, le vice-président des opérations d'une entreprise technologique du centre-ville. Beau parleur, costume coûteux, il complimentait toujours l'efficacité de Jessica quand il appelait au bureau. J'ai ouvert les dossiers du contrat sur mon ordinateur et j'ai commencé à creuser. Là, enfouis dans les journaux de communication, se trouvaient des dizaines de mails entre Jessica et Ryan qui allaient bien au-delà du professionnel. Des dîners d'affaires qui ne figuraient pas sur notre calendrier professionnel. Des confirmations d'hôtels pour des week-ends qui n'apparaissaient jamais dans nos livres de compte. Elle se servait de notre entreprise pour cacher sa liaison. Mon téléphone a de nouveau vibré. Tyler. Maman dit qu'elle travaille encore tard. Tu peux venir me chercher après l'entraînement ? J'ai regardé le message de mon fils, puis celui de Jessica. Tu ne représentes plus rien pour moi. À ce moment précis, quelque chose a changé en moi.
Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus tranchant. De la lucidité. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris mes clés et suis sorti du bureau. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas rappelé Jessica. Je suis juste parti. Au moment où j'ai récupéré Tyler à son entraînement de basket, j'avais déjà pris 3 décisions qui allaient tout changer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ses emails, j'entendais la voix froide de Jessica me dire que je ne représentais rien. Tyler était dans sa chambre, inconscient du fait que sa famille était en train de se désintégrer. Je suis resté assis dans le garage jusqu'à 3 heures du matin, à regarder le matériel de camping que nous avions acheté pour un voyage que nous ne ferions jamais. Les 3 décisions que j'avais prises après avoir quitté le bureau tournaient en boucle dans ma tête. Premièrement, tout documenter. Deuxièmement, protéger Tyler. Troisièmement, disparaître avant qu'elle ne puisse déformer la situation. À 5 heures du matin, j'étais déjà en action. J'ai ouvert les comptes bancaires de notre entreprise sur mon ordinateur portable, ceux que j'avais aidé à créer à partir de zéro. Jessica avait transféré de l'argent pendant des mois. De petites sommes qui ne déclenchaient aucune alerte. 5 cents par-ci, 1000 par-là. Le total approchait les 40 000 $. Tout cela allait sur un compte que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque transaction, chaque email, chaque reçu d'hôtel que je pouvais trouver. Puis j'ai commencé à examiner plus en profondeur nos finances personnelles. C'est là que j'ai trouvé les factures médicales, des demandes soumises à notre compagnie d'assurance pour des traitements que Jessica était censée avoir reçus. Des séances de thérapie, des consultations de spécialistes, même une intervention chirurgicale mineure. Tout était faux. Elle avait fraudé la compagnie d'assurance, empochant les remboursements. 30 000 $ de plus. Facile. Ma femme n'était pas seulement infidèle. C'était une criminelle. À 6h17, j'ai entendu le réveil de Tyler sonner à l'étage. J'ai fermé mon ordinateur, je me suis levé et j'ai fait mon choix. Je ne serais pas là quand Jessica rentrerait de l'endroit où elle avait passé la nuit. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir brisé. Je suis monté dans la chambre de Tyler. Il enfilait ses chaussures de basket, des écouteurs dans les oreilles, hochant la tête au rythme de la musique. « Eh, champion », ai-je dit. Il a retiré un écouteur. « Il faut que je te parle de quelque chose. » L'expression sur son visage m'a dit qu'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Ta mère et moi avons des problèmes », ai-je dit prudemment. « Je vais habiter ailleurs pendant un petit moment, mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Rien de tout ça n'est de ta faute, et je ne vais nulle part. Tu comprends? Je serai toujours ton père. » La mâchoire de Tyler s'est crispée. « Est-ce qu'elle te trompe? » La question m'a frappé comme un coup de poing. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Je ne suis pas stupide, papa. Elle est différente depuis des mois. Toujours sur son téléphone, toujours à sortir. Et ce type, Ryan, de son travail. Il a appelé à la maison quand tu n'étais pas là. Mon fils de 15 ans avait vu ce que j'étais trop occupé pour remarquer. Oui, ai-je dit doucement. Elle me trompe. Tyler a hoché lentement la tête, puis s'est levé et m'a serré dans ses bras. Je suis désolé, papa. Moi aussi, mon fils. Moi aussi. J'ai fait un seul sac, des vêtements, des documents, mon ordinateur portable et la vieille montre que mon père m'avait donnée avant de mourir. Tout le reste pouvait rester. Je ne voulais rien qui me rappelle la vie que je pensais avoir. À 7h30, j'ai franchi la porte d'entrée, jeté mon sac dans mon pick-up et je suis parti. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. Je n'ai pas laissé de mots pour Jessica. Je suis juste parti. À midi, mon téléphone explosait d'appels et de textos de sa part. Où es-tu? Il faut qu'on parle, c'est ridicule, ne sois pas puéril. J'ai éteint mon téléphone et j'ai continué à conduire. J'ai pris une chambre dans un hôtel pour long séjour de l'autre côté de la ville, j'ai payé 2 semaines en espèces et je me suis assis pour planifier ma prochaine action. Jessica pensait que je me laisserais faire, que je la laisserais contrôler le récit et repartir avec tout. Elle était sur le point d'apprendre que le type silencieux à qui elle mentait depuis des mois n'était pas silencieux parce qu'il était faible. Il était silencieux parce qu'il observait, attendait et planifiait. Et maintenant,
il était temps d'agir. L'appel est arrivé 3 jours après mon départ. Pas de Jessica, mais de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis près de 2 ans. Vanessa Hunt, l'ancienne colocataire de fac et meilleure amie de Jessica. Elles avaient eu une dispute que Jessica n'avait jamais complètement expliquée, et Vanessa avait disparu de nos vies du jour au lendemain. Daniel, il faut qu'on parle, a dit Vanessa quand j'ai répondu. J'ai entendu ce qui s'est passé. Enfin, ce qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose que tu dois savoir. Nous nous sommes retrouvés dans un café de l'autre côté de la ville. Vanessa paraissait plus âgée que dans mon souvenir, les traits tirés. Elle a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table vers moi. J'aurais dû te dire ça il y a 2 ans, a-t-elle commencé. Mais Jessica m'a menacé. Elle a dit qu'elle ruinerait ma carrière si j'ouvrais la bouche. J'ai été lâche, et je suis désolé. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des photographies imprimées, des horodatages de caméras de sécurité et ce qui ressemblait à des relevés bancaires. Mon estomac s'est noué alors que je commençais à reconstituer le puzzle. Jessica a une liaison avec Ryan Cooper depuis presque 3 ans, a dit Vanessa doucement. Je l'ai découvert par hasard en passant à son bureau un soir. Ils étaient ensemble dans la salle de conférence. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit de me mêler de mes affaires ou elle répandrait des rumeurs selon lesquelles je détournais des fonds de mon cabinet. 3 ans. Pas des mois, des années. Il y a plus, a continué Vanessa. Tyler n'est pas le fils biologique de Ryan, mais la chronologie du début de leur liaison est assez proche pour que Jessica ait paniqué à ce sujet. C'est pour ça qu'elle a insisté pour ce kit ADN d'ascendance pour le projet de science de Tyler l'année dernière. Elle avait besoin de savoir. Mes mains sont devenues engourdies. Qu'on montrait les tests? D'après ce qu'elle m'a dit dans un message vocal, ivre, Tyler est biologiquement le tien. Mais voilà le truc, Daniel. Il y a environ 6 mois, tu es allé voir ce spécialiste pour ta blessure au dos. Tu te souviens? J'ai hoché la tête. Une hernie discale après avoir déplacé des bagages lourds au bureau. Ils ont fait des analyses de sang dans le cadre du dépistage préopératoire. Est-ce qu'ils t'ont déjà parlé d'autres résultats? Non. Pourquoi? Vanessa a sorti un autre document. Un dossier médical à mon nom. J'ai une amie qui travaille aux archives médicales de cet hôpital. Ces résultats montrent que tu as une condition appelée syndrome de Klinefelter. C'est un truc chromosomique. Pour faire simple, Daniel, tu es stérile. Tu l'as été toute ta vie. Le café semblait basculer. C'est impossible. Tyler n'est pas biologiquement le tien, a terminé Vanessa. Jessica a dû tomber enceinte juste avant que vous vous mariiez. Avant Ryan. Avec quelqu'un d'autre. Elle te ment depuis le tout début. Je suis resté assis là, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. 15 ans à élever un garçon que j'aimais plus que ma propre vie. Et il n'était pas le mien. Pas génétiquement. Est-ce que Tyler est au courant, ai-je demandé. Je ne pense pas. Mais Jessica, oui. Et elle utilise ce secret comme un moyen de pression, prévoyant de le révéler pendant la procédure de divorce pour te blesser et peut-être affecter la garde. J'ai regardé les dossiers médicaux, les photographies, les preuves d'années de tromperie. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine. Merci de me l'avoir dit, ai-je finalement dit. Je sais que ça a demandé du courage. Vanessa a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Tyler est toujours ton fils, de toutes les manières qui comptent. Ne la laisse pas t'enlever ça. J'ai passé le reste de la journée dans ma chambre d'hôtel à fixer ces documents. La liaison, les mensonges, la fraude médicale, et maintenant ça. Jessica ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait construit tout notre mariage sur un fondement de tromperie. Mais Vanessa avait raison sur une chose. Tyler était mon fils. L'ADN ne changeait rien aux fièvres nocturnes que j'avais soignées, aux matchs de baseball que j'avais coachés, aux séances de devoirs, aux genoux écorchés, aux moments de fierté. Il était le mien parce que j'avais choisi d'être son père chaque jour de sa vie. Et je serais damné si je laissais Jessica utiliser cette vérité comme une arme. J'ai engagé une avocate le lendemain matin. Pas n'importe laquelle, mais Catherine Pierce, une femme réputée pour détruire les conjoints malhonnêtes au tribunal des divorces. Elle m'avait été chaudement recommandée par Vanessa. Et après notre première rencontre, j'ai compris pourquoi.
Votre femme est un sacré numéro, a dit Catherine en examinant les documents que j'avais apportés. Fraude à l'assurance, détournement de fonds de votre entreprise commune, falsification de dossiers médicaux. On ne parle pas seulement de divorce ici, Daniel. On parle de possibles poursuites pénales. Je veux la garde de Tyler, ai-je dit. C'est non négociable. Catherine a levé les yeux de ses papiers. Étant donné ce que vous m'avez dit sur sa filiation biologique, ça pourrait être compliqué. Mais si nous pouvons prouver que la révélation de cette information serait psychologiquement néfaste pour l'enfant et que Jessica ne veut l'utiliser que comme tactique de manipulation, nous avons un dossier solide. Et l'entreprise. C'est là que ça devient intéressant. Catherine a affiché une feuille de calcul sur son ordinateur. J'ai demandé à mon expert comptable judiciaire de faire un examen préliminaire des documents que vous avez fournis. Votre femme détourne de l'argent de Shaw & Associates Travel depuis au moins 18 mois. Elle a créé une société écran, Cascade Corporate Solutions, et fait transiter les paiements des clients par elle. Je me suis penché en avant. Combien ? Environ 160 000 $. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. Quoi ? Elle a été prudente, l'étalant dans le temps, faisant passer ça pour des dépenses professionnelles légitimes, frais de conférence, paiement de fournisseurs, abonnement à des logiciels. Tout est faux. L'argent est allé sur le compte de Cascade, puis sur un compte offshore aux îles Caïmans. J'ai pensé à toutes ces nuits où Jessica travaillait tard. Tous ces voyages d'affaires, toutes ces fois où elle avait insisté pour s'occuper de la comptabilité parce que j'étais trop occupé avec les relations clients. Elle m'avait volé sous mon nez pendant que je lui souriais et lui faisais confiance. Pouvons-nous en récupérer une partie, ai-je demandé. Une partie. Mais voici ce que je veux faire, a dit Catherine, les yeux vifs. Nous ne l'attaquons pas tout de suite. Nous la laissons penser qu'elle s'en sort. Pendant ce temps, je dépose une requête d'urgence pour une ordonnance restrictive basée sur une faute financière. Nous gelons tous les comptes professionnels et personnels, l'empêchant de déplacer plus d'argent. Elle va se battre contre ça. Qu'elle se batte. Les preuves sont accablantes. Et pendant qu'elle est occupée à contester le gel des comptes, nous rassemblons plus de preuves. Je veux tout savoir sur Ryan Cooper. Ses finances, sa situation maritale, ses affaires. S'il est complice de cette fraude, nous le ferons tomber aussi. J'ai hoché lentement la tête. Et Tyler ? Jessica m'a mis à la porte, en gros. Je n'ai pas vu mon fils depuis presque une semaine. L'expression de Catherine s'est légèrement adoucie. C'est notre première action. Demain matin, nous déposons une demande d'évaluation d'urgence pour la garde et nous demandons des visites surveillées immédiatement. Aucun juge ne privera un père de son fils sans motif, surtout quand la mère fait l'objet d'une enquête pour fraude. Au cours des 3 jours suivants, tout s'est accéléré. Catherine a déposé l'ordonnance restrictive sur les comptes de l'entreprise. Jessica a perdu la tête quand elle l'a appris, m'appelant 60 fois en 2 heures. Je n'ai pas répondu une seule fois. Puis est venue l'ordonnance de visite, et soudain, je prenais un café avec Tyler dans un centre supervisé, essayant d'expliquer pourquoi tout s'effondrait. Papa, maman dit que tu as volé de l'argent à l'entreprise, a dit Tyler, le visage confus et blessé. Elle dit que tu essaies de la détruire. J'ai regardé mon fils, ce gamin que j'avais élevé depuis ses premiers jours, et j'ai pris une décision. Je n'allais plus lui mentir, mais je n'allais pas non plus le détruire. Tyler, ta mère et moi avons de graves problèmes. Il s'est passé des choses dont je ne peux pas encore parler à cause des aspects légaux, mais je veux que tu saches quelque chose. J'ai tendu la main sur la table et lui ai saisi l'épaule. Peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce que n'importe qui dit, je t'aime. Tu es mon fils, et rien ne changera jamais ça. Tu comprends ? Les yeux de Tyler étaient humides. Je veux juste que les choses redeviennent normales. Je sais, champion. Je sais. Mais la normalité était morte, et la vérité allait éclater, que nous soyons prêts ou non. Catherine m'a appelé une semaine plus tard avec des nouvelles qui ont tout changé. Daniel, nous avons trouvé un témoin. Quelqu'un qui est prêt à témoigner sur la fraude de Jessica et sur sa liaison. Qui, ai-je demandé. Il s'appelle Gerald Thompson. Il a 67 ans, postier à la retraite, et il vit dans l'immeuble à côté de votre bureau. Il observe Jessica et Ryan Cooper aller et venir depuis des années. Il a tenu un journal. Nous avons rencontré Gerald dans un dîner du centre-ville.
C'était un homme mince aux yeux vifs et aux mains sûres. Il a fait glisser un carnet usé sur la table. J'ai commencé à noter des choses il y a environ 2 ans, a expliqué Gérald. Je suis un homme d'habitude, vous voyez. Je promène mon chien aux mêmes heures chaque jour, et j'ai continué à voir le même schéma. Cette femme, votre épouse, et l'homme à la voiture de luxe, ils arrivaient séparément. Toujours le mercredi après-midi, quand votre bureau était censé être fermé. J'ai feuilleté le journal. Des dates, des heures, des descriptions, tout était méticuleusement consigné. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant, ai-je demandé. Gérald a haussé les épaules. Ce n'était pas mes affaires. Mais ensuite, je vous ai vu aux informations la semaine dernière. Quelque chose à propos d'un litige commercial et d'accusations de fraude. J'ai fait quelques recherches. J'ai fait le rapprochement. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'aide. Catherine était rayonnante. Monsieur Thompson, seriez-vous prêt à témoigner au tribunal de ce que vous avez observé? Le même après-midi, Catherine a déposé une requête d'urgence pour modifier les arrangements de garde. Jessica m'avait bloqué l'accès à Tyler, prétendant que j'étais un danger pour lui. Maintenant, nous avions la preuve qu'elle utilisait notre entreprise comme couverture pour sa liaison, exposant Tyler à ses mensonges. Le lendemain, le monde entier de Jessica a commencé à s'écrouler. Son employeur, l'Office du tourisme où elle était consultante en parallèle, a lancé une enquête interne après que Catherine leur ait transmis des preuves de ses pratiques de facturation frauduleuse. Il s'est avéré que Jessica avait facturé à l'office des heures qu'elle n'avait jamais travaillées, gonflé des notes de frais et acheminé des pots de vin par le biais de faux comptes fournisseurs. Ils l'ont suspendue immédiatement. Puis est arrivé l'appel que j'attendais. Tyler, depuis son portable. Papa, il faut que je te parle, a-t-il dit, la voix tendue. Tu peux venir me chercher? J'étais là en 15 minutes. Tyler attendait devant l'école, sac à dos sur une épaule, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé alors qu'il montait dans le pick-up. Le petit ami de maman est venu à la maison hier soir, a dit Tyler. Ryan. Il se disputait à propos d'argent, d'une enquête. Elle lui criait dessus, disant qu'il avait promis de la protéger. Puis elle m'a vu écouter et elle a pété les plombs. Elle a commencé à me crier dessus, à dire que je l'espionnais pour toi. Mes mains se sont crispées sur le volant. Est-ce qu'elle t'a fait du mal? Non, mais papa, elle ne va pas bien. Elle s'effondre et je ne peux plus être là. Je ne peux pas la regarder se détruire et essayer de m'entraîner avec elle. Je me suis garé sur un parking et je me suis tourné vers mon fils. Tyler, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose à propos de ta mère et moi, et à propos de toi. Je sais que je ne suis pas le tien, a dit Tyler doucement. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse. Quoi? Je l'ai entendu au téléphone la semaine dernière. Elle parlait à son avocat, disant qu'elle allait l'utiliser contre toi au tribunal. Que tu as élevé l'enfant d'un autre homme toutes ces années. La voix de Tyler s'est brisée. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et j'ai serré mon fils dans mes bras. Écoute-moi. Je me fiche de ce que dit un test sanguin. Tu es mon fils. Tu es mon fils depuis le jour de ta naissance. L'ADN ne fait pas un père, Tyler. L'amour, si. Être présent, si. Et j'ai été là à chaque instant de ta vie. Tyler pleurait maintenant. Vraiment. Maman a dit que tu me quitterais quand tu le découvrirais. Jamais, ai-je dit avec férocité. Tu m'entends? Jamais. Cette femme ne décide pas de qui je suis ou de qui tu es. Nous sommes une famille, et rien de ce qu'elle dit ou fait ne changera ça. Nous sommes restés assis là sur le parking pendant 20 minutes pendant que Tyler pleurait et que je le tenais. Quand il s'est enfin reculé, il m'a regardé avec des yeux rouges et a dit, « Je veux vivre avec toi, papa. » Officiellement. Je me fiche de ce que dit le tribunal. On va faire en sorte que ça arrive, ai-je promis. Catherine y travaille déjà. Ce soir-là, j'ai appelé Catherine et je lui ai parlé de la décision de Tyler. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, « Daniel, ça va devenir très moche. Jessica va se battre avec tout ce qu'elle a, qu'elle se batte, ai-je répondu. Je ne reculerai pas. La réponse de Jessica à la décision de Tyler fut exactement ce à quoi je m'attendais.
La politique de la terre brûlée. Elle a déposé une requête d'urgence affirmant que j'avais monté Tyler contre elle, que je le manipulais avec des mensonges. Elle exigeait la garde exclusive immédiate et des visites surveillées uniquement pour moi. L'audience a été fixée 3 jours plus tard. Catherine a passé ses jours à préparer notre dossier comme un général planifiant une bataille. Nous avions le témoignage de Gérald, les dossiers financiers, les preuves de fraude, et maintenant la propre déclaration de Tyler sur ce dont il avait été témoin. La salle d'audience était tendue. Jessica était assise avec son avocat, portant une robe sobre et un maquillage minimal, jouant la mère blessée. Ryan Cooper n'était pas là, son absence était remarquée. Un geste intelligent de sa part. La juge, Harriet Brennan, était une femme d'une 60aine d'années, pragmatique, réputée pour voir clair dans la manipulation. Elle a examiné les documents en silence avant de lever les yeux. « Madame Shaw, j'ai lu votre requête d'urgence », a dit la juge Brennan. « Vous prétendez que Monsieur Shaw a aliéné votre fils contre vous. Pouvez-vous fournir des preuves de cela ?» L'avocat de Jessica s'est levé. « Votre honneur, notre cliente a documenté de nombreux cas où Monsieur Shaw a fait des remarques désobligeantes sur Madame Shaw devant leur fils. Montrez-moi la documentation. » L'avocat a bafouillé. « Nous avons le témoignage de Madame Shaw. Ce n'est pas de la documentation. Ce sont des oui-dire. Qu'avez-vous d'autre ? » Rien. Il n'avait rien. Catherine s'est levée. « Votre honneur, nous avons des preuves substantielles montrant que Madame Shaw s'est livrée à une fraude systématique contre l'entreprise familiale et plusieurs compagnies d'assurance. Nous avons également un témoin qui peut témoigner de la liaison extra-conjugale de Madame Shaw, menée dans les locaux de l'entreprise, exposant potentiellement l'enfant mineur à des situations inappropriées. » Les sourcils de la juge Brennan se sont haussés. Poursuivez. Gerald Thompson a pris la barre. Il était calme, détaillé et dévastateur. Il a raconté des dates, des heures et des observations s'étalant sur 2 ans. Le visage de Jessica devenait de plus en plus pâle à chaque minute qui passait. Puis Catherine a présenté les preuves financières. Les fausses factures médicales, la société écran, les comptes offshore. Au moment où elle a terminé, l'avocat de Jessica transpirait. « Votre honneur, nous souhaiterions demander une suspension d'audience pour examiner ces nouvelles preuves », a-t-il dit. « Refusé », a répondu la juge Brennan. Ces preuves étaient disponibles par le biais d'une procédure de communication en bonne et due forme. Votre incapacité à enquêter sur les antécédents de votre cliente n'est pas le problème de ce tribunal. Je suis également préoccupé par les allégations de fraude à l'assurance. Madame Shaw, faites-vous actuellement l'objet d'une enquête par des organismes d'application de la loi ? L'avocat de Jessica lui a chuchoté quelque chose. Elle a secoué la tête. Catherine a pris la parole. Votre honneur, nous avons été informés par le bureau du procureur qu'une enquête a été ouverte il y a 2 jours sur la base des preuves que nous avons fournies concernant des demandes d'assurance frauduleuses. L'expression de la juge s'est durcie. Madame Shaw, je rejette votre requête de garde d'urgence. De plus, j'accorde à Monsieur Shaw la garde physique principale temporaire de l'enfant mineur, en attendant une évaluation complète de la garde. Vous aurez des visites surveillées 2 fois par semaine jusqu'à ce que ce tribunal en décide autrement. Jessica s'est levée brusquement. C'est de la folie. Il retourne mon fils contre moi. Madame Shaw, asseyez-vous, a ordonné la juge Brennan. Et laissez-moi être clair. Si vous continuez à faire des allégations non fondées contre Monsieur Shaw, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Les preuves présentées devant ce tribunal suggèrent que vous vous êtes livré à un comportement criminel et que vous utilisez votre fils comme un pion pour tenter d'échapper aux conséquences. Cela s'arrête aujourd'hui. Le marteau est tombé. À l'extérieur du palais de justice, Tyler attendait avec l'assistante juridique de Catherine. Quand il m'a vu, il a couru vers moi. « On a gagné ?» a-t-il demandé. « Oui, champion. On a gagné. Tu rentres à la maison avec moi. » Jessica est sortie en trombe du palais de justice à ce moment-là, son avocat essayant de la calmer. Elle nous a vus, Tyler et moi, debout ensemble, et son visage s'est tordu de rage. « Tu l'empoisonnes contre moi ?» a-t-elle crié à travers le parking. « C'est mon fils. » Tyler s'est rapproché de moi. « Non, maman. J'ai fait mon propre choix. C'est toi qui as fait ça toute seule. » C'était la première fois que j'entendais mon fils lui tenir tête comme ça.
Il n'était pas irrespectueux, juste honnête. Et Jessica ne pouvait pas le supporter. Elle a essayé de s'approcher de nous, mais son avocat l'a retenue. Alors que nous partions, Tyler m'a posé une question. « Papa, qu'est-ce qui va lui arriver ?»« Je ne sais pas, mon fils. Mais quoi qu'il arrive, elle l'aura bien cherché. Et toi et moi, on va s'en sortir. » Et je le croyais, moi aussi. Pour la première fois depuis des mois, je le croyais vraiment. L'appel de l'inspectrice Sarah Reeves est arrivé un mercredi matin, 3 semaines après l'audience pour la garde. Tyler était à l'école et je travaillais depuis l'appartement que j'avais loué, essayant de reconstruire un semblant de normalité dans nos vies. Monsieur Shaw, ici l'inspectrice Reeves de l'unité des crimes financiers de la police de Portland. Je dois vous parler de votre femme, Jessica Shaw. Pouvez-vous venir au poste? Mon estomac s'est noué. Est-ce à propos de la fraude à l'assurance? Entre autres choses. Dans combien de temps pouvez-vous être ici? J'y étais en 40 minutes. L'inspectrice Reeves était une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant, qui semblait avoir vu toutes les arnaques possibles. Elle m'a conduit dans une salle d'interrogatoire et a étalé un dossier qui devait faire 8 cm d'épaisseur. Monsieur Shaw, nous enquêtons sur votre femme depuis 6 semaines maintenant, a-t-elle commencé? Ce qui a commencé comme une fraude à l'assurance a révélé quelque chose de beaucoup plus grand. Votre femme et Ryan Cooper ont monté un système de détournement de fonds sophistiqué via votre agence de voyage pendant près de 4 ans. 4 ans? Ma tête tournait. De combien parle-t-on? Environ 320 000 $. Ils créaient de faux clients d'entreprise, réservaient des forfaits de voyage fantômes et se partageaient l'argent. La société écran que vous avez découverte, Cascade Corporate Solutions, n'est qu'une des 5 qu'ils ont créées. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de digérer le chiffre. 320 000 $. Toute notre entreprise avait été une façade pour leur vol. Il y a plus, a continué l'inspectrice Reeves. La femme de Ryan Cooper, Linda, a demandé le divorce il y a 2 semaines après que nous l'ayons contactée avec nos découvertes. Elle coopère pleinement à notre enquête. Il s'avère que Ryan a fait ça dans 3 autres agences de voyage en Oregon et à Washington. Votre femme était sa partenaire la plus performante. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Nous nous préparons à porter des accusations formelles contre 2. Fraude électronique, blanchiment d'argent, fraude à l'assurance, falsification de documents commerciaux. Votre femme risque de 5 à 7 ans de prison si elle est reconnue coupable. Plus si nous pouvons prouver qu'elle a participé aux autres combines de Ryan. La prison? La mère de mon fils risquant la prison. J'aurais besoin que vous témoigniez, a dit l'inspectrice Reeves. Vous êtes la victime ici, monsieur Shaw. Votre entreprise, votre réputation, vos finances. Tout cela a été détruit par leurs actions. Je témoignerai, ai-je dit sans hésitation. Mais je dois savoir quelque chose. Est-ce que cela affectera Tyler? L'arrangement pour la garde. En fait, cela renforce votre dossier. Un juge n'accordera pas la garde à quelqu'un qui fait face à des accusations de crime. Ce soir-là, j'ai fait asseoir Tyler et je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, son visage pâlissant à chaque révélation. Alors, maman va aller en prison, a-t-il demandé quand j'ai fini. Probablement, oui. Si elle est reconnue coupable. Tyler est resté silencieux un long moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je ne suis pas surpris. Je crois que j'ai toujours su qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Elle s'est toujours plus souciée de l'argent que des gens. Tyler, elle est toujours ta mère. Non, papa, a interrompu Tyler. C'est la femme qui m'a mis au monde. Toi, tu es mon parent. Il y a une différence. 2 jours plus tard, Jessica a été arrêtée. Ça a fait les nouvelles locales. J'ai regardé depuis mon appartement alors qu'il la faisait sortir du palais de justice menotté après qu'on lui ait refusé la caution. La femme qui m'avait un jour dit que je ne représentais rien semblait petite et vaincue. Tyler a refusé de lui rendre visite en prison. Je ne l'ai pas forcé. Catherine a conseillé que tout contact avec Jessica pendant les poursuites pénales soit de toute façon minimal. Mais le vrai choc est venu une semaine plus tard, lorsque Catherine a appelé avec une mise à jour. Daniel, l'avocat de Jessica a pris contact. Elle veut passer un accord. Elle témoignera contre Ryan Cooper,
plaidera coupable à des accusations réduites et, en échange, elle veut que ses droits de visite avec Tyler soient préservés. Quel genre d'accusation réduite, ai-je demandé. 3 ans au lieu de 7. Elle purgerait 18 mois avec bonne conduite. J'y ai réfléchi pendant exactement 2 secondes. Non. Elle ne se servira pas de Tyler comme monnaie d'échange. Elle a fait ses choix, maintenant elle en assume les conséquences. Catherine est restée silencieuse. Le message a été transmis. L'avocat de Jessica a rappelé quelques heures plus tard, désespéré. Sans l'accord, elle faisait face à la totalité des charges. Dommage pour elle, ai-je dit à Catherine. Elle aurait dû y penser avant de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé. Le procès a commencé un froid matin de novembre. La salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et de représentants des compagnies d'assurance que Jessica avait fraudées. J'étais assis au premier rang avec Tyler à mes côtés. Tous deux là pour voir la justice se faire. Jessica avait une mine affreuse. 3 mois en prison l'avaient vieilli. Ses cheveux étaient tirés en arrière sévèrement, et elle portait un tailleur mal ajusté qui la faisait paraître fragile. Quand elle a jeté un regard en arrière et a vu Tyler, quelque chose sur son visage s'est effondré, mais mon fils a détourné le regard. L'accusation a présenté son cas méthodiquement. Relevé bancaire, email, témoignage de Linda Cooper sur les aveux de Ryan. Puis est venu l'expert comptable qui a expliqué exactement comment le système fonctionnait, en utilisant des graphiques qui rendaient simple la fraude la plus compliquée. Quand ils m'ont appelé à témoigner, j'ai marché vers la barre la tête haute. La procureure, une jeune femme nommée Angela Brox, m'a guidé à travers mon témoignage. Monsieur Shaw, quand avez-vous découvert pour la première fois les activités frauduleuses de votre femme, a-t-elle demandé. Le jour où elle m'a dit que je ne représentais rien pour elle, ai-je répondu. J'ai commencé à fouiller dans les dossiers de notre entreprise et j'ai trouvé des irrégularités qui ont mené à tout le reste. Comment ces découvertes vous ont-elles affecté? Elles ont détruit mon entreprise, mon mariage, et ont failli détruire ma relation avec mon fils. Tout ce que j'avais construit pendant 15 ans était un mensonge. L'avocat de Jessica a tenté de me contre-interroger, suggérant que j'avais été négligent dans ma comptabilité, que j'aurais dû le remarquer plus tôt. Je ne suis pas tombé dans le piège. Je faisais confiance à ma femme, ai-je dit simplement. Ce n'est pas de la négligence. C'est le mariage. Ou du moins, ce que je pensais que le mariage était censé être. Gerald Thompson a témoigné ensuite, ses notes de journal fournissant une chronologie détaillée de la liaison. Puis est venue Linda Cooper, l'ex-femme de Ryan, qui a décrit comment Ryan s'était vanté de son arrangement parfait avec Jessica. La défense n'avait presque rien. L'avocat de Jessica a tenté de la dépeindre comme une victime de la manipulation de Ryan, mais les preuves étaient accablantes. Elle avait signé les statuts des sociétés écrans. Elle avait ouvert les comptes offshore. Elle avait soumis les fausses demandes d'assurance. Le 4e jour du procès, l'avocat de Jessica a demandé une réunion avec la juge. Quand ils sont revenus, Jessica s'est levée et s'est adressée directement à la cour. Votre honneur, je voudrais changer mon plaidoyer en coupable, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. La juge a accepté le plaidoyer. Le prononcé de la peine a été fixé 2 semaines plus tard. Tyler et moi sommes sortis du palais de justice sous un soleil froid. Il s'est arrêté sur les marches et s'est tourné vers moi. C'est bizarre que je ne ressente rien, a-t-il demandé. Jean, elle va en prison et je me sens juste vide. Ce n'est pas bizarre, mon fils. C'est de l'autoprotection. Tu ne peux pas continuer à souffrir pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Lors de l'audience de détermination de la peine, la juge a condamné Jessica à 5 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 3. Elle a également ordonné une restitution complète à payer sur tous les actifs que Jessica possédait encore. Avant qu'il ne l'emmène, Jessica a demandé à parler à Tyler. La juge l'a autorisé, sous surveillance. Elle s'est approchée de nous lentement, menottée. Tyler, je suis tellement désolé pour tout. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je t'aime. Tyler l'a regardé avec des yeux plus vieux que son âge. Si tu m'aimais, maman, tu n'aurais pas fait ça. Tu n'aurais pas détruit notre famille pour de l'argent. Papa m'aime. Il l'a prouvé chaque jour. Toi. Tu as juste prouvé que tu t'aimais toi-même. Jessica s'est mise à pleurer, mais Tyler s'est retourné et est parti. Je l'ai suivi,
la laissant là avec ses larmes et ses regrets. Alors que nous rentrions en voiture, Tyler m'a demandé, « Papa, tu penses qu'elle changera un jour ?» Je ne sais pas. Mais ce n'est plus notre problème. Nous avons nos propres vies à construire maintenant. Et c'est exactement ce que nous avons fait. 9 mois après la condamnation de Jessica, Tyler et moi avions construit quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, une vie normale. Nous avons emménagé dans une petite maison en banlieue. Rien d'extraordinaire, mais c'était à nous. Tyler avait sa propre chambre, j'avais un bureau, et nous avions un jardin où nous avions installé un panier de basket. L'agence de voyage n'existait plus. J'avais vendu ce qui restait de Shaw & Associates à un concurrent qui était prêt à ignorer le scandale pour le bon prix. L'argent a servi à payer les dédommagements et les frais de justice. Mais je m'en fichais. J'avais recommencé à zéro, travaillant comme consultant en voyage indépendant depuis chez moi, spécialisé dans les circuits d'aventure. Plus petite échelle, moins de frais généraux, et surtout, pas de partenaires. Tyler s'épanouissait dans sa nouvelle école. Il avait intégré l'équipe de basket du lycée, maintenu son nom au tableau d'honneur et avait même une petite amie nommée Sophie qui venait parfois dîner. Le voir sourire à nouveau, l'entendre rire à des blagues idiotes, le voir simplement être un adolescent au lieu de porter le poids des problèmes d'adultes, cela valait plus que n'importe quelle entreprise. Catherine Pierce était devenue une amie au-delà de son rôle d'avocate. Elle prenait des nouvelles de temps en temps, s'assurait que nous allions bien, et elle était même venue à un des matchs de basket de Tyler. C'était agréable d'avoir quelqu'un dans mon camp qui comprenait tout ce que nous avions traversé. Jessica écrivait des lettres de prison. Elles arrivaient toutes les quelques semaines, adressées à Tyler. Il les ouvrait, les lisait en silence, puis les jetait. Je n'ai jamais demandé ce qu'elle disait. C'était ses affaires, sa relation avec sa mère biologique à gérer. Un soir, Tyler a ramené son bulletin de notes. « Que des A, papa, j'ai pensé à quelque chose », a-t-il dit alors que nous célébrions avec son plat préféré. « Je veux changer légalement mon nom de famille. Garder Shaw, mais aussi ajouter ton deuxième prénom. Tyler Daniel Shaw. Qu'en penses-tu » Ma gorge s'est serrée. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, mais je le veux. Tu es mon père de toutes les manières qui comptent. Je veux que mon nom le reflète. » Nous avons déposé les papiers la semaine suivante. Quand le juge l'a approuvé, Tyler a regardé son nouveau certificat de naissance et a souri plus largement que je ne l'avais vu depuis des années. « Merci, papa. Pour tout. Pour ne pas m'avoir abandonné, même quand tu as découvert la vérité. Tyler, la vérité, c'est que tu es mon fils. C'est la seule vérité qui compte. La vie n'était pas parfaite. Nous avions encore des jours difficiles. Tyler luttait parfois avec la colère à propos de tout ce qui s'était passé. J'avais encore des moments où je me réveillais à 3 heures du matin en me demandant si j'avais manqué d'autres signes avant-coureurs, si j'aurais pu empêcher les dégâts. Mais la plupart du temps, nous allions bien. Mieux que bien. J'avais même recommencé à sortir. Rien de sérieux, juste un café ici et là avec une femme nommée Andrea qui travaillait à la librairie locale. Elle connaissait mon histoire, ne la jugeait pas et appréciait mon dévouement envers Tyler. Nous prenions les choses lentement, ce qui me convenait parfaitement. Tyler approuvait. Elle est gentille, papa. Et elle ne nous regarde pas comme si nous étions brisés. Nous ne sommes pas brisés, mon fils. Nous sommes juste différents maintenant. Ouais, différents, ce n'est pas si mal. 18 mois après le procès, Tyler a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention. La cérémonie s'est déroulée en plein air par un parfait après-midi de juin, et j'étais assis dans la foule à regarder mon fils traverser cette scène avec une fierté qui menaçait de me fendre en deux. Il avait été accepté à l'Université d'État de l'Oregon avec une bourse partielle de basket, programme d'ingénierie, bourse complète pour les études après la première année. Le gamin que j'avais élevé, celui qui avait survécu à tout ce que la vie lui avait jeté, partait construire son propre avenir. Après la cérémonie, Tyler m'a trouvé dans la foule. Il portait toujours sa toge et son mortier, son diplôme serré dans sa main. « On l'a fait, papa » a-t-il dit. « Non, mon fils. C'est toi qui l'as fait. Je me suis juste assuré que tu avais ce dont tu avais besoin. C'est exactement ce que fait un père. » Nous avons pris des photos, mangé de la nourriture horrible de fête de remise de diplôme chez un ami et bavardé avec d'autres parents qui semblaient tous avoir des histoires bien plus simples que la nôtre.
Plus tard dans la soirée, juste Tyler et moi à la maison, il a abordé un sujet que je redoutais. Papa, maman m'a encore écrit. Elle veut que je lui rende visite avant de partir pour l'université. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai gardé une voix neutre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Une partie de moi pense que je devrais y aller, pour tourner la page ou je ne sais quoi. Mais une autre partie de moi pense que j'ai déjà tourné la page. Elle a fait ses choix et j'ai fait les miens. Il n'y a pas de mauvaise réponse ici, Tyler. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Il y a réfléchi un long moment. Je crois que ça va comme ça. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, je veux me concentrer sur l'avenir, pas sur le passé. Alors c'est ce que nous ferons. Les semaines avant que Tyler ne parte pour l'université sont passées à toute vitesse. Nous avons transformé son déménagement en road trip, nous arrêtant dans des dîners et des pièges à touristes au hasard en chemin. Juste un père et son fils, créant des souvenirs qui n'avaient rien à voir avec les salles d'audience ou les trahisons. Quand nous l'avons enfin installé, Tyler m'a raccompagné à mon pick-up. « Tu vas t'en sortir ?» a-t-il demandé. « Vivre seul dans cette maison. Ça ira. Et puis, tu n'es qu'à 2 heures de route. Tu seras à la maison les week-ends, à manger toute ma nourriture et à faire ta lessive. » Tyler a ri. Probablement vrai. Puis son expression est devenue sérieuse. « Papa, je dois dire quelque chose. Merci de m'avoir choisi, de t'être battu pour moi, de m'avoir aimé même quand tu as découvert que je n'étais pas biologiquement le tien. Beaucoup d'hommes n'auraient pas fait ça. Tyler, écoute-moi. Être un père n'a rien à voir avec la biologie. C'est être présent. C'est choisir d'aimer quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Tu es mon fils et tu le seras toujours. Nous nous sommes étreints là, sur le parking. Et je me fichais de qui voyait les larmes sur mon visage. Conduire seul pour rentrer était étrange. La maison était silencieuse quand je suis revenu. Trop silencieuse. Mais ce n'était pas le silence étouffant du désespoir. C'était le silence paisible d'un chapitre qui se termine et d'un nouveau qui commence. J'ai traversé la maison, voyant tous les signes de notre vie ensemble. Les trophées de basket sur l'étagère, les photos sur les murs, la tasse à café préférée de Tyler encore dans l'égouttoir parce que je n'avais pas encore pu la ranger. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Andrea. Le dépôt s'est bien passé? Tu veux qu'on dîne et qu'on en parle? J'ai souri et j'ai répondu. Un dîner, ça me semble parfait. Plus tard, assis en face d'Andrea dans un restaurant italien tranquille, elle m'a demandé si j'allais bien. Tu sais quoi? Je vais vraiment bien, ai-je dit. Pour la première fois depuis des années, je vais vraiment bien. Qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté d'attendre que le ciel me tombe sur la tête. J'ai arrêté de m'attendre au désastre. J'ai réalisé que Jessica ne pouvait plus définir ma vie. Tyler et moi écrivons notre propre histoire maintenant. Andrea a tendu la main sur la table et a serré la mienne. C'est une belle histoire. Ouais, c'en est vraiment une. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, les mensonges, les batailles juridiques, la douleur. Mais j'ai aussi pensé à la résilience de Tyler, à la force que nous avions trouvée l'un en l'autre, à l'avenir que nous construisions. Jessica m'avait dit que je ne représentais rien pour elle. Elle avait essayé de me détruire, d'emporter tout ce que j'avais construit. Mais elle avait échoué, car j'avais découvert quelque chose qu'elle n'a jamais compris. On ne peut pas détruire un homme qui connaît sa propre valeur. On ne peut pas briser quelqu'un qui refuse de rester brisé. J'étais parti ce jour-là sans un mot et je n'avais jamais regardé en arrière. Et en faisant cela, je m'étais retrouvé. Tyler m'a envoyé un texto avant que je ne m'endorme. Merci pour aujourd'hui, papa. Je t'aime. J'ai répondu, je t'aime aussi, mon fils. Fier de l'homme que tu deviens. Et je pensais chaque mot.